Bientôt, vous devez prendre la parole en public. Parlons clair, cela vous fait peur, vous en feriez presque des cauchemars. Maintenant, dans votre tête, il y a cette petite voix qui vous dit « Si tu veux passer à l'étape supérieure, tu dois apprendre à parler en public maintenant. » Dans la vie, les opportunités repassent rarement les plats. Soit tu apprends à t'exprimer face à un public, soit tu passes ta vie à végéter. Et là, vous vous dites, bah oui, mais comment je fais pour surmonter ma peur de parler en public? C'est quoi les exercices, les techniques, les astuces pour une prise de parole sans trembler, sans peur, sans stress? Bref, qu'est-ce que je fais pour parler avec aisance? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 7 solutions pour lutter contre cette peur de parler en public. C'est du concret, c'est du pratico-pratique. Vous découvrirez ces outils au travers de différents profils. Voici Nadia, qui stresse comme une malade pour l'oral de son concours. Déjà, gamine, elle avait peur de parler en classe. Quand on l'envoyait au tableau, elle se retrouvait comme un bloc de béton, paralysée. Bertrand, qui se met une grosse pression. Oui, il veut la décrocher, cette promotion interne. Mais pour apparaître comme un candidat crédible, il doit d'abord surmonter sa peur de parler en public. Samia, bourrée de complexes, qui court pour décompresser parce que demain, lors d'un dernier entretien d'embauche, elle devra défendre sa candidature devant 3 personnes. C'est pas gagné. Je pense que vous allez vous reconnaître dans ces profils, car parler en public, ça n'a jamais été votre truc. Au cœur de cette vidéo, vous découvrirez 7 solutions pour vaincre la peur de parler en public. Quelques exemples. Vous vous laissez facilement déborder par le stress? Dans le point numéro 6, le truc de la baignoire va vous intéresser. Dans le point numéro 7, vous découvrirez 7 erreurs qui trahissent un manque de confiance en soi lors d'une prise de parole en public. Lors d'interludes, je répondrai également aux questions suivantes. Interlude numéro 1. Cette peur de parler en public qui peut provoquer jusqu'à des crises d'angoisse ou de panique, elle recouvre quoi exactement? Vous découvrirez les 3 facettes de cette phobie que l'on baptise parfois glossophobie. Interlude numéro 2. Cette peur de parler en public, elle vient d'où? Vous découvrirez comment cette peur s'est construite sur 3 strates. En bonus, je vous proposerai également un quiz « Maman, j'ai peur de parler en public ». Dans ce quiz, je vous poserai des questions du type « Avoir peur de parler en public, d'après vous, ça vous coûte combien ?» Je vous donnerai le chiffre. Ce quiz va vous étonner. Vaincre la peur de parler en public, solution numéro 1, ne pas tout mélanger. Généralement, on n'a pas suivi de cours de prise de parole en public. Alors, on est assailli par tout un tas de questions. Qu'est-ce que je dis? Comment je le dis? Comment je gère le stress? Bref, on est paumé. Prenons un exemple. Voici Nadia. Nadia prépare l'oral d'un concours. Elle va devoir se présenter en 5 minutes et défendre sa candidature devant un jury. Nadia a un problème. Nadia a peur de parler en public. Déjà, gamine à l'école, aller parler au tableau, pour elle, c'était un calvaire. Surtout ne pas pleurer. Donc Nadia a peur de parler en public. Pour dépasser ça, elle fait quoi? 1. Elle écrit sa présentation personnelle de 5 minutes, mot à mot. 2. Elle répète sa présentation à l'oral encore et encore. Elle se filme même sur son ordinateur pour s'entraîner. Bilan, oui, Nadia a fait un travail sérieux sur sa présentation personnelle, mais elle n'a pas résolu son problème de stress. Et le risque, c'est quoi? Eh bien, le risque, c'est de se laisser déborder par ses émotions quand elle fera sa présentation face au jury. Ça va se voir avec le ton de Nadia. Le ton ne sera pas le bon, ce sera hésitant, ça manquera de conviction. Comme si Nadia avait besoin de l'approbation du jury pour tout ce qu'elle dit. Comme si Nadia redevenait une petite fille qui demande la permission. Nadia s'est préparée sérieusement, mais elle a raté quelque chose. Le problème n'est pas la mémorisation de sa présentation, non, le problème c'est la gestion de ses émotions. Pour prendre une image, le problème, ce n'est pas de connaître la chanson par cœur. Non, le problème, c'est de chanter juste. Alors, la solution, c'est quoi? C'est ce que j'appelle la dissociation. J'explique. L'autre jour, j'ai coaché une dame sur la négociation de salaire dans le cadre d'une promotion interne.
Cette dame m'a dit, voilà, monsieur Gauthier, par le passé, je me suis laissé baratiner avec des promesses du style, on en reparle dans 6 mois, donc aujourd'hui, je ne veux plus de ça, je veux me battre. Je lui ai dit, très bien. Donc on part sur une simulation. Elle annonce son chiffre, et moi, je fais le manager qui dit, ah non, c'est dur, la crise, la grille des salaires, et puis je suis pas certain, gna gna gna. Bon, vous connaissez le topo. Et là, elle commence à argumenter avec un ton dans le genre ouais, mais j'ai quand même fait ceci, j'ai quand même fait cela, s'il vous plaît, je mérite ce salaire. Bon, ça manquait de confiance en soi, ça manquait de conviction. Et vous savez quoi? Elle s'en apercevait elle-même. Elle m'a dit, monsieur Gauthier, je me sens nul, je trouve pas mes mots, ça hésite, ça passe pas. Donc là, je lui ai dit, oui, je comprends parfaitement votre situation. Écoutez, maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est un exercice complètement débile. Il faut me faire confiance. Alors elle m'a dit, bah ok, on y va, on y va. Alors là, je lui ai dit, alors l'exercice, c'est que vous devez me convaincre que une chose fondamentale dans la vie, c'est de manger des biscottes au petit déjeuner. Donc argumenter comme si c'était vraiment un sujet capital. Alors elle rentre dans le jeu. Alors il faut manger des biscottes, c'est sain, c'est diététique, blablabla. Bon, elle argumente sur le caractère extraordinaire de manger des biscottes au petit déjeuner. Et après je lui dis, vous avez entendu votre ton? C'était pas hésitant, c'était pas dans le genre s'il vous plaît, c'était posé. Pourquoi? Parce qu'elle s'était dissociée de ses émotions. Alors, si je reviens à Nadia, qui prépare l'oral de son concours, l'erreur de Nadia, c'est quoi? Eh bien, l'erreur, c'est de s'entraîner à la fois sur la forme et sur le fond. Et la solution, c'est quoi? La dissociation. Ça veut dire que dans un premier temps, pour maîtriser la prise de parole en public, eh bien, il faut s'entraîner sur un sujet bidon qui n'a rien à voir avec l'oral de votre concours. De cette façon, vous mettrez vos émotions sur le côté et vous apprendrez à trouver le ton juste. Pour vous entraîner progressivement, je vous proposerai un plan d'action détaillé dans le point numéro 5. Dans le point numéro 6, vous découvrirez de nombreuses techniques pour apprendre à gérer le stress lors d'une prise de parole en public. Interlude numéro 1. Cette peur de parler en public, elle recouvre quoi au juste? Découvrons 3 facettes. Première facette, la peur de se trouver nul. Alors bien souvent, on se trouve nul parce qu'on se compare. On se compare par exemple à des journalistes télé. Le problème, c'est que le journaliste télé, il a été formé, sélectionné, il a un texte, un prompteur, une oreillette. Vous voyez, il a beaucoup de choses qui l'aident dans sa prestation. Et si vous prenez ce journaliste que vous admirez, vous le mettez dans un contexte où il n'a pas tous ces outils, vous pourriez avoir des surprises. Donc bien souvent, on se compare, on se sent nul, puis on se dit, mais moi, j'y arriverai jamais. Il y a des mecs qui sont nés pour ça, qui sont doués. Moi, c'est pas mon truc, j'y arriverai jamais. Un exemple. Au début de sa carrière, on l'a surnommé le Bègue. Le Bègue. Il allait par la suite devenir un des plus grands orateurs de l'Antiquité, Démosthène. Lors de son premier discours, Démosthène ne récolte que Lazie et Quolibet. Dans Vie de Démosthène, Plutarque écrit « Il avait d'ailleurs la voix faible, la prononciation pénible et la respiration si courte que la nécessité où il était de couper ses périodes pour reprendre haleine en rendait le sens difficile à saisir. » Donc on part vraiment du niveau 0 de la prise de parole en public. Alors que fait Démosthène? Selon la légende, il parle avec des petits cailloux dans la bouche pour remédier à son défaut de prononciation. Aussi, il court sur des collines escarpées en déclamant des poèmes. Enfin, il se met face à la mer et déclare ses textes en espérant couvrir le bruit des vagues. Entraînement, entraînement, entraînement. Résultat, il devient un des plus grands orateurs de l'Antiquité. Deuxième facette de la peur de parler en public, c'est la peur du jugement d'autrui. En clair, on a peur que les gens vous trouvent nul. Alors concrètement, comment est-ce que ça peut se passer? Concrètement, vous faites votre présentation et puis vous voyez les gens qui décrochent. Commence à regarder mon téléphone portable, discuter avec le voisin, et quand est-ce qu'on mange? Vous voyez, Deuxième situation, c'est vous êtes sur scène et puis à un moment, lors de votre présentation ou de la phase question-réponse, vous avez un contradicteur. Quelqu'un qui vous dit « Ah non, ça se passe pas comme ça, c'est pas comme ça, vous avez tort ». Là, vous savez pas quoi répondre, c'est le blanc, vous vous sentez nul. Troisième facette de cette peur de parler en public, c'est la peur de ne pas avoir d'impact.
Alors ça vient pas forcément sur le coup, ça vient souvent après, à la suite de la présentation ou dans les jours qui suivent. Donc vous avez fait une présentation, tout s'est bien passé, les gens étaient contents, mais il n'y a pas de résultat. Je ne les ai pas touchés quelque part, donc j'ai parlé dans le vide. Donc voilà, décomposer cette peur de parler en public en 3 facettes, c'est déjà mieux l'appréhender et prendre ses distances. Dans le point numéro 6, je vous donnerai différentes techniques pour gérer le stress de la présentation, la sophrologie, l'hypnose, la cohérence cardiaque. Vous aurez différents outils pour dépasser ce stress. Vaincre la peur de parler en public, solution numéro 2, changer de point de vue. Voici Bertrand. Bertrand se met la pression. Dans son domaine, Bertrand assure, mais dès qu'il faut parler en public, alors là, Bertrand est pressé de rentrer chez lui. Un des collègues de Bertrand va partir en retraite pour s'occuper de ses salades. Et Bertrand aimerait bien hériter de son poste pour manager une équipe de 5 personnes. Maintenant, sur le chemin, il y a, comme qui dirait, un os. La semaine prochaine, Bertrand doit faire une présentation. Cette fois-ci, il ne pourra pas y couper parce que cette présentation, c'est devant le big boss et 2 chefs de service. Et là, Bertrand se dit: si je me plante sur ma présentation, je peux oublier la promotion interne. Le big boss aura trop peur que je me vautre si demain je dois prendre la parole lors d'une réunion d'équipe un peu agitée. Bertrand a l'impression que ça va se jouer à pile ou face. Bertrand se met la pression. Quelle est l'erreur de Bertrand? Eh bien, l'erreur de Bertrand, c'est de se focaliser sur lui-même, sur ses peurs. Quelle est la solution? Eh bien, la solution, c'est de changer de point de vue. Plutôt que de se regarder le nombril et de se dire « Maman, j'ai peur de parler en public », Bertrand pourrait changer de point de vue et se demander « Qu'est-ce que ces gens attendent de ma présentation ?» En général, les spectateurs se posent 3 questions. 1. Qu'est-ce qu'il y a d'utile pour moi là-dedans? 2. Concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Et 3. Est-ce que je vais avoir plaisir à suivre cette présentation? Donc, pour prendre de la distance avec sa peur, Bertrand doit se centrer sur les attentes de son public. Imaginons un cadre général, il s'agit de mettre en place une nouvelle organisation du travail. Quelle question doit se poser Bertrand? Eh bien, il doit se demander quel est l'objectif du big boss, quel est l'objectif du chef de service numéro 1, du chef de service numéro 2. Et ensuite, eh bien, il va donner du grain à moudre à chacune de ces personnes. Par exemple, le grand patron voudra une organisation rapide à mettre en œuvre qui permet une bonne continuité de service. De son côté, le chef de service numéro 1 sera sensible à une nouvelle organisation qui permet de dégager du personnel pour des tâches à plus forte valeur ajoutée, et ainsi de suite. Au global, Bertrand pourrait articuler sa présentation autour de 3 axes, et dans chacun de ces axes, il répondrait aux préoccupations des décideurs. Et parlons clairement, si Bertrand est convaincant, le grand boss pourrait lui dire « Écoutez Bertrand, c'est très bien, mettez ça en place vous-même, je pense que ce sera une bonne première étape vers le poste de manager. » Donc le truc, c'est de vous mettre dans les chaussures de votre public. Souvenez-vous, vous focalisez sur les attentes de votre public, c'est tenir votre peur à distance, c'est vous enlever un poids énorme des épaules. Dans le point suivant, je vais vous donner un exemple complet de début de présentation qui sert à montrer à votre public que vous avez bien compris son problème. Surmonter sa peur de parler en public, solution numéro 3. Pour ne pas s'embrouiller, utilisez un plan simple. Alors, un plan simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire une introduction, 5 points clés, une conclusion. Pour l'introduction, l'idée, c'est de toujours partir de la situation de votre auditoire pour montrer que vous avez bien compris son problème. Un exemple. Quelles sont les 5 erreurs les plus coûteuses quand on négocie un crédit immobilier dans le cadre d'un investissement locatif? Aujourd'hui, quelle est votre situation? Vous allez réaliser un investissement locatif, peut-être l'achat d'un 2 pièces ou d'un 3 pièces. Votre objectif, c'est de dégager des revenus complémentaires et de vous constituer un patrimoine. Vous le savez, un crédit mal négocié peut plomber une opération. Alors vous vous posez des tas de questions. Montant de l'apport, durée du crédit. Il y a aussi des questions plus techniques, taux fixe, taux variable, taux révisable. Bon, vous êtes un petit peu paumé, tout ça pour vous c'est du chinois. Je suis Thébault Lappart. J'ai été durant 7 ans courtier en crédit immobilier
À titre personnel, j'ai investi dans 5 appartements que je mets en location et par ailleurs, j'ai accompagné plus de 200 personnes dans la réalisation de leurs projets d'immobilier locatif. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 erreurs les plus coûteuses quand on négocie un crédit immobilier dans le cadre d'un projet locatif. L'objectif d'une bonne introduction, c'est d'accrocher le public en lui montrant que vous avez compris son problème. Donc là, en l'occurrence, j'annonce directement l'objectif de la présentation, les 5 erreurs les plus coûteuses. Ensuite, je fais le portrait robot de l'acheteur d'immobilier locatif. Voilà, vous posez des questions, etc. Je me présente, question de crédibilité, et après, je reviens à l'objectif. Donc là, la personne qui veut faire un investissement locatif se dit « faut que j'écoute ce gars, ça a l'air intéressant ». Donc ça, c'était pour l'introduction. Ensuite, chaque point clé va être présenté autour d'un exemple. Retrouvons notre spécialiste du crédit immobilier. Première erreur, c'est ce que j'appelle le piège du taux. Alors, une anecdote. Lorsque j'ai voulu réaliser ma première opération, c'était il y a une douzaine d'années dans la périphérie de Strasbourg. J'avais dans le viseur un 2 pièces, très bien situé, commerce, etc., école, bon. Et là, je suis allé voir le banquier, blablabla, bla, bla, bla. Je raconte une histoire. Et en fait, cette histoire doit coller avec la situation des auditeurs. C'était ma première opération, comme vous. Vous voyez le principe? Donc, je vais raconter une histoire et après, je vais dire, voilà, il m'a proposé ceci, cela, etc. L'erreur que j'ai faite, c'est telle chose. Et donc, à la fin de cette partie, je dirais, voilà, l'erreur par rapport au taux de crédit, c'est ceci, cela, patin, couffin. Donc, ce que je vous recommande, c'est telle chose. Et donc, je vais utiliser la même structure pour chacun des différents points. Alors, on pourra partir d'une anecdote, on pourra partir d'une étude de marché, on pourra partir de statistiques, on pourra partir d'un témoignage, par exemple, d'un investisseur. Mais l'idée, à chaque fois, c'est d'avoir une petite histoire qui sert de prétexte pour introduire les arguments. Donc, à la fin de votre présentation vient votre conclusion. Donc, vous pouvez rappeler rapidement les 5 points clés et ensuite vous passez à un appel à l'action. Donc voilà pour les 5 points clés. Si vous voulez aller plus loin, je propose 2 solutions. Premièrement, ma formation en ligne, investisseur immobilier débutant. Autre solution, le coaching. Pareil, formulaire à remplir sur le site lapartimo.com. En résumé, utiliser une présentation sous forme de liste, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à mémoriser. Puisqu'on parle de liste, à la fin de cette vidéo, ne manquez pas la liste des 7 erreurs qui trahissent un manque de confiance en vous lors de vos présentations. Interlude numéro 2. D'où vient la peur de parler en public, dite glossophobie? Eh bien, cette peur s'est construite sur 3 strates. Première strate, la strate historique. Revenons 300 000 ans en arrière. L'Homo sapiens est nomade. Il vit de chasse et de cueillette. Il est aussi une proie. Survivre seul est impossible. Parole déplacée et une personne peut se faire exclure du groupe. C'est la mort assurée. Alors aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin de compagnons pour aller chasser le mammouth laineux, hein, on est bien d'accord. Mais ce message reste imprégné. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'aise en face à face, mais beaucoup moins face à un public. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en face à face, vous dites une connerie. Après, vous pouvez nier. J'ai pas vraiment voulu dire ça, on s'est pas compris, je pensais tout haut, vous voyez le truc. Maintenant, quand vous avez dit un truc devant 50 personnes, vous pouvez pas dire oui, non, mais vous comprenez, c'était une idée en l'air, machin. Donc voilà pourquoi beaucoup de gens ont peur de parler en public. C'est historique, c'est l'instinct de survie, c'est la peur de l'exclusion. Deuxième strate, c'est ce que j'appelle la strate familiale. Alors vous avez des familles où on parle beaucoup, on s'engueule, le ton monte, mais après on s'aime comme avant. D'un autre côté, vous avez des familles où on évite le choc verbal. On va dire aux enfants, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche, réfléchis avant de parler, te fais pas remarquer. Bon, il y a une culture du conformisme. Donc les gens se disent, pour qu'il m'arrive rien de mal, je prends pas la parole, je reste tranquille dans mon coin. Bon, le problème c'est que si on ne se met pas un minimum en avant, bah oui, il n'arrivera rien de mal, mais il n'arrivera rien de bon non plus. Hein. Donc le conditionnement familial est un élément qui peut créer des complexes et faire que les gens n'ont pas envie de prendre la parole en public. Troisième strate, le système éducatif. La prise de parole n'est pas forcément valorisée. Hein. Celui qui prend la parole en classe, c'est le faillot, c'est le bon élève.
Par ailleurs, parler en public est pas ou peu enseigné. Alors les choses changent, je pense notamment au grand oral du bac, qui va amener les jeunes à s'interroger sur comment prendre la parole en public, mais ce sont des choses qui auraient pu être mises en place il y a bien longtemps déjà. Donc il y a eu un vide, je dirais, en termes d'éducation et de culture de la prise de parole en public. Peur de parler en public, solution numéro 4, dépasser ses complexes. Voici Samia. Samia a des complexes. Ça ne se voit pas comme ça, mais depuis l'adolescence, Samia a un rapport compliqué avec son corps. Alors elle court, courir, ça lui vide l'esprit, ça lui permet de s'accepter. Samia, ce qui la complexe le plus, c'est sa voix. Samia déteste sa voix. Alors, quand elle doit prendre la parole en public, forcément, Samia stresse. Et le problème, c'est que demain, à 10h30, lors d'un dernier entretien d'embauche, Samia doit défendre sa candidature devant plusieurs décideurs. Mais ça la stresse trop, cette histoire. Alors Samia court. Elle ne sait pas vers quoi, mais elle court. Eh bien Samia, la voix, ça se travaille. Quelques conseils. Des études ont montré qu'une voix grave montre plus d'autorité. Une voix grave, c'est souvent une voix placée dans le torse qui se projette. A contrario, on évitera par exemple les voix placées dans le nez, vous voyez, qui donnent un côté un petit peu nasillard, ou les voix de fond de gorge, vous voyez, un petit peu lointaines, un petit peu à l'ancienne. Donc, voix placée dans le torse qui se projette. Autre point très important, c'est le ton que vous adoptez. Exemple. Quelle est ma motivation à devenir inspecteur des finances publiques? Bon, là, on se dit, mais je m'endors tout de suite ou j'attends un petit peu. Quelle est ma motivation? Vous voyez, c'est vraiment la rivière qui coule, mais tout doucement, tout doucement. Dans l'idée, c'est de moduler. Du style. Quelle est ma motivation à devenir inspecteur des finances publiques? Vous voyez, ta-ta, 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 ta-ta. Vous voyez, c'est rythmé. Ça monte, ça descend, il y a des silences, il y a des mots qui sont accentués. Et ça crée quelque chose de dynamique, qui est beaucoup plus agréable pour les personnes qui vous écoutent. Alors, on peut être complexé par sa voix et puis par beaucoup de choses, par son physique, par le fait qu'on est autodidacte, par le fait qu'on n'a pas beaucoup de vocabulaire. Bon, la liste des complexes est infinie. Maintenant, je vais vous apporter l'idée qui va vous libérer de vos complexes. Bon, imaginons, vous avez un problème d'acné, vraiment une acné très sérieuse, ça vous complexe, à un certain moment vous dites « bon, je ne sors pas parce que tout le monde va me regarder comme une bête de foire ». Il y a un problème sérieux d'acné. Et puis un jour, vous regardez YouTube, vous regardez des vidéos, et là, vous tombez sur un mec qui parle de l'acné. Et ce mec, il est très laid. Vous voyez, il a la gueule de travers, des dents pourries, un œil qui regarde dans un sens et l'autre œil dans l'autre. Le mec est très laid. Et en plus, il a une voix grailleuse. Voyez-vous, une voix grailleuse, extrêmement déplaisante. Mais, le mec montre des photos avant, après. Avant, son visage est ravagé par l'acné. C'est un véritable champ de bataille. C'est la terre de Verdun, cratérisée par la mitraille. Après son visage, c'est une peau de bébé, un véritable miracle. Alors là, vous faites quoi? Vous dites « Ah non, il est trop laid, il est trop déplaisant, trop laid, et puis cette voix-là, non, il est trop laid, je ne l'écoute pas. » Vous dites ça? Non. Vous allez vous dire, bon, il est laid, il a une voix désagréable, mais s'il a la réponse à mon problème, un problème très sérieux, je l'écoute. Donc maintenant, changeons de perspective. Demain, vous devez faire une présentation. Bon, maintenant, vous avez des complexes. Moi, je vous garantis une chose, si vous apportez quelque chose de valeur à votre public, les gens se moqueront totalement de vos complexes. Parce que ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils vont pouvoir retirer personnellement de votre présentation. Donc, en un sens, l'égoïsme des gens, c'est ce qui peut vous libérer de vos complexes. Pour revenir à Samia, complexée par sa voix, Samia ne sait pas vers quoi elle court, mais moi je le sais. La solution est là, sous son nez. Mais elle est trop obsédée par ses complexes pour la voir. Je vous parlerai de cette solution dans le chapitre numéro 6, sur la gestion du stress. Là en particulier, je vous présenterai l'astuce de la baignoire. Vaincre la peur de parler en public, solution numéro 5. S'entraîner de façon progressive avec un plan d'action simple. On ne devient pas un grand orateur du jour au lendemain, l'idée c'est d'y aller progressivement. 3 étapes. Première étape, je vais m'entraîner en disant simplement des chiffres et des lettres.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, C, D, E, F, G, H, 12, 13, 14, 15. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet de travailler un certain nombre de choses. La voix déjà, est-ce que j'ai une voix qui porte? Ensuite la posture, est-ce que je suis bien droit? Ensuite je peux faire comme s'il y avait un auditoire et balayer la scène du regard. Et puis en faisant ce simple exercice, on voit apparaître des problèmes. Par exemple, je fais quoi de mes mains? Là j'ai un pupitre, donc je peux les poser dessus, vous voyez, comme ceci, dans une position d'attente, ou ça peut être ça également, comme ceci. Bon voilà, on peut trouver différentes solutions. Quand il n'y a pas de pupitre, et bien souvent les mains vont être devant vous. Devant vous pour illustrer le propos. Alors, il ne faut pas trop en faire, il ne faut pas gesticuler dans tous les sens, mais on dira par exemple, premier axe, la politique de la ville, deuxième axe, les emplois jeunes, enfin, vous voyez le truc. Donc déjà, rien qu'en travaillant avec des chiffres et des lettres, on est amené à rencontrer des problèmes qu'on va traiter un par un. Donc deuxième étape, ça consiste à raconter une histoire, alors le petit poucet, le petit chaperon rouge, tout ce qu'on veut, et ça va vous permettre de trouver votre rythme. Exemple. Il était une fois au fond de la forêt un renard, très rusé, extrêmement rusé, si rusé qu'on l'appelait Maître Goupil. Raconter une histoire fait qu'on n'a pas de charge émotionnelle et même on peut avoir du plaisir, parce que ça peut être une histoire qu'on vous a racontée quand vous étiez enfant, etc. Donc là, avec ça, vous allez tester d'autres choses. Et surtout, vous allez tester le ton, le rythme. Donc deuxième étape, raconter une histoire. Troisième étape, vous allez travailler votre texte. Le principe, c'est que vous avez résolu, je dirais, des problèmes techniques 1 à 1 sur les 2 étapes précédentes. Donc là, on peut travailler le texte. Et ce que je vous recommande, c'est de travailler par morceaux. Par exemple, on va commencer par l'introduction, le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3. Vous voyez le principe, on va saucissonner. Comme ça, on a à chaque fois juste 1 ou 2 minutes de présentation à réaliser. C'est très léger et on peut facilement se corriger. C'est le moment de retrouver votre quiz. Maman, j'ai peur de parler en public. Question numéro 1. Vous avez peur de parler en public. Quel est votre pourcentage de chances en moins de décrocher votre diplôme? 5%, 10%, 20%. Eh bien la réponse c'est 10%. En effet, au moment de présenter une soutenance ou de prendre la parole devant des membres du jury, vous serez certainement stressé. Cela donnera une mauvaise impression aux membres du jury. Question numéro 2. Vous voulez accéder à un poste de management, mais vous avez peur de parler en public. D'après vous, quel est le pourcentage de chances en moins que vous avez de devenir manager? 14%, 26%, 36%. Eh bien la réponse c'est 14%. En effet, pour des postes de management, si vous avez du mal à prendre la parole en public, ça va créer un doute chez les décideurs qui vont se dire « Bon, si la pression monte, il ne saura pas gérer, je préfère un autre candidat ». Spécial dédicace à Bertrand, notre gagnant Internet qui a trouvé la bonne réponse. Question numéro 3. Vous avez peur de parler en public. Point de vue salaire. Quel est le pourcentage d'argent que vous gagnerez en moins? 5%, 10%, 20%? Eh bien, si vous avez peur de parler en public, point de vue salaire, ce sera 10% de moins. En effet, vous avez peur de parler en public, eh bien, vous aurez peur d'aller négocier votre salaire, vous n'oserez pas annoncer un chiffre, et donc vous vous contenterez de ce que le recruteur va vous donner. Merci d'avoir suivi votre quiz, et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde de la connaissance. Peur de parler en public, solution numéro 6, utilisez les bonnes techniques pour gérer le stress. Ce que vous voulez, c'est être en confiance au moment de livrer votre présentation. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez arriver face à votre public, et puis à un moment, l'émotion risque de prendre le dessus. Donc là, vous allez paniquer. Et là, votre cerveau va se dire qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et après, il va se dire est-ce que j'ai déjà été formé pour ça? Est-ce que je connais une situation équivalente? Votre cerveau va chercher. Pour prendre une image, c'est un peu comme un judoka en compétition qui se retrouve en mauvaise posture. Et là, son cerveau cherche. Voilà, compte tenu de ma position, du mouvement de l'adversaire, quelle est la meilleure riposte? Et là, les centaines, les milliers d'heures d'entraînement portent leurs fruits. Le judoka place le bon mouvement. Pourquoi ça marche? Parce que, au travers de son entraînement, le judoka s'est conditionné. Et quand il trouve la bonne situation, il place le bon mouvement. Alors, par rapport à votre présentation orale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vous conditionner pour être dans le bon état mental au moment de parler au public. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Premièrement,
vous vous détendez. Hein. Vous êtes parfaitement détendu, vous êtes au calme, tout est tranquille, vous êtes serein. Et à ce moment-là, vous travaillez votre présentation. Donc, état émotionnel en 1, travail de la présentation en 2. Vous voyez le principe? Et à un moment, ça se mélange. C'est-à-dire que quand vous travaillez votre présentation, vous retrouvez cet état émotionnel de détente. Alors, un exemple. Imaginons, vous aimez prendre des bains. Vous faites couler un bain, vous êtes là dans votre bain, vous êtes détendu. Alors, ça peut paraître un petit peu incongru, mais à ce moment-là, dans ce contexte de détente, vous pouvez réviser votre présentation. Parce qu'après, quand vous parlerez votre présentation, ça évoquera ce moment de détente dans le bain. Alors, il existe d'autres techniques pour gérer le stress, des techniques complémentaires, qui fonctionnent toujours sur le même principe, création d'un état de détente et d'un effet boucle. La visualisation, donc vous vous imaginez face au public, donc vous vous imaginez que tout se passe bien, que les gens sont contents, que vous êtes à l'aise, vous voyez, vous vous mettez dans un état émotionnel qui est porteur. Petit conseil pour la visualisation, il ne faut pas se limiter au visuel. Il faut également imaginer le son. Donc vous imaginez par exemple les gens qui vous applaudissent. Bravo, bravo. Alors n'hésitez pas à exagérer les choses, le cerveau a besoin de ça. Donc visualisation en travaillant si possible sur les 5 sens pour que ce soit le plus fort possible. Ce qui fait que au moment d'être face au public, vous allez paniquer et votre cerveau va se dire « mais qu'est-ce que je connais d'équivalent ?» Et il va se rappeler de cette visualisation. Et ça va infuser et ça va vous détendre. C'est assez surprenant à constater, mais ça marche. Autre technique de gestion du stress, c'est la sophrologie. Alors l'idée de base, c'est que vos peurs créent des tensions dans le corps. Alors ça dépend des gens, ça peut être des tensions dans le torse, on a un poids là, on sent un poids sur la poitrine, ou alors ça se localise dans le dos, vous voyez, on est tendu. Ça dépend des gens, ça peut être on a les mains qui sont lourdes. Bon. L'idée en fait, c'est de relâcher ces tensions. Et quand on relâche ces tensions, la peur petit à petit s'efface. Et le paradoxe, c'est que bien souvent dans les exercices de sophrologie, on va vous demander de vous tendre au maximum, vous voyez, de tendre tous les muscles et après de vous relâcher. Autre piste, la cohérence cardiaque qui passe notamment par des exercices de respiration. Alors maintenant, si vous voulez passer à un autre niveau, vous pouvez faire appel à un professionnel pour vous conditionner, faire appel à un hypnotiseur. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est déjà d'induire une transe. L'hypnotiseur va vous parler, vous êtes détendu, vous vous sentez bien, vous écoutez ma voix, vous vous laissez guider, etc. Et là, l'hypnotiseur va vous faire des suggestions. Vous arrivez dans la salle, le public vous accueille, il est chaleureux, il est curieux de vous entendre. Ce qui fait que le jour de la présentation, comme vous aurez été conditionné, alors cette fois-ci par un professionnel, vous serez dans le bon état émotionnel. Donc hypnose, quelques séances peuvent vraiment débloquer des situations. L'hypnotiseur, c'est un pro du conditionnement. Alors mon conseil, vous l'avez vu, il existe une panoplie importante d'outils pour se relaxer, pour se détendre et pour se conditionner. Ce qui est important, c'est que vous trouviez la technique qui vous correspond. Peut-être que votre truc, c'est pas les bains chauds, peut-être que vous détestez ça, peut-être que votre truc, c'est la douche froide, et qu'après une douche bien glacée, vous vous sentez super en forme et super motivé. Donc trouvez ce qui vous correspond le mieux. Et là, j'ai un message pour toi, Samia. Samia, quand tu cours, 45 minutes à 1 heure plus tard, tu observes un pic d'endorphine. Tu te sens bien, tu te sens apaisé, tu te sens détendu. Je pense que c'est pour ça que tu cours. Eh bien, tu sais ce qu'il faut faire? Il faut réviser ta présentation à ce moment-là, quand tu es parfaitement apaisé. Et là, je vais te dire ce qui va se passer. Tu vas devenir invincible. Pourquoi? Parce que tu sais maintenant que tu peux contrôler tes émotions, tu n'es pas obligé de subir. Tu sais vers quoi tu cours, Samia? Tu cours vers le succès. Vaincre la peur de parler en public, solution numéro 7, ne pas trahir un manque de confiance en soi. Dans ce chapitre, vous allez découvrir les 7 erreurs qui font passer un orateur pour un tocard. Ce que je déteste le plus, c'est l'erreur numéro 5. Je ne peux pas la saquer, la numéro 5. On y va. Alors, première erreur, ce sont les choses du style « Merci de me donner de votre temps ». Je sais que votre temps est précieux, je ne prendrai pas trop de votre temps parce que je sais qu'il est précieux. Bon, il y a un petit côté touchez ma bosse, mon seigneur, je ne suis qu'un fétu de paille emporté par le vent. Bon, non. L'idée, c'est que si vous apportez quelque chose de valeur, c'est votre temps qui est précieux. Donc, évitez tous ces trucs, merci pour le temps que vous m'accordez, etc. C'est vraiment lourd, c'est pas très engageant. Deuxième erreur, c'est un langage corporel inadapté. Par exemple, les mains dans les poches. Non, ça fait pas très sérieux, ça fait genre, moi je suis là, je suis super à l'aise, super détendu. Non,
Non, il faut quand même garder un côté un petit peu formel. Donc pas de main dans les poches. On va éviter aussi de trop gesticuler. Vous voyez, des fois il y a des gens qui bougent beaucoup, alors ils sont là, ils bougent, machin. Voilà, c'est un peu fatigant. Donc un style assez sobre. À éviter aussi les gens qui passent leur temps à se toucher le visage, les bras, etc., croiser les jambes, c'est compliqué. Non, il faut avoir un style très simple. Vous êtes droit, vous parlez un petit peu avec les mains. Il faut éviter tout ce qui est parasite, parce qu'à un moment, les gens se disent, ils me perturbent avec ces gestes-là. Hein. Donc faites simple. Troisième erreur, c'est un débit trop rapide. Hein. C'est quelque chose que je vois très souvent quand je prépare les gens pour l'oral de concours. Voilà, la présentation doit tenir en 5 minutes, donc le candidat est là, donc j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et après blablabla. Bon, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en face, le jury a vraiment l'impression que le candidat se dit, bon, c'est un boulet cette présentation, je fais ça le plus vite possible, puis après on passe à autre chose. Hein, pas très engageant. Ensuite, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, ils oublient de respirer. Donc, ils déballent leur truc, puis après, ils n'ont plus d'air, vous voyez. Et ils n'ont plus d'air, c'est dommage, parce que quand après, on leur pose des questions, le mec, il doit reprendre son souffle. Hein. Donc, évitez les rythmes trop rapides. Non, il vaut mieux avoir une présentation où il y a moins de choses, mais qui va être dite calmement, posément. Quatrième erreur, c'est le fait d'assommer votre public avec trop de détails. Alors, vous pouvez le faire parfois, mais à ce moment-là, vous allez résumer. Donc, dire, voilà, le schéma, c'est ça, etc. En résumé, le point à retenir, c'est. Cinquième erreur que je déteste, c'est la personne qui va rire de ses propres plaisanteries. Donc le gars dit un truc, puis il rigole lui-même. Hein. Alors, 2 remarques. Premièrement, l'humour dans une présentation en public, oui, ça peut se faire, ça peut exister, mais il faut quand même un certain niveau pour aller sur ce terrain-là. C'est pas forcément pour des débutants, parce que si vous voulez vous prendre une gamelle, raconter une blague qui tombe à plat et ça y est, c'est parti. Hein. Donc l'humour, attention, ce n'est pas pour les débutants. Et deuxièmement, si vous allez sur ce terrain-là, ne riez pas de vos propres blagues. Hein. Parfois, on voit des comiques qui sont là, ils lancent un truc, ils sont là, ah, elle est bonne celle-là. Ah oui, non, non. Quand on a confiance dans sa blague, on ne rit pas soi-même. Hein. À retenir. 6e erreur, c'est le fait de se cacher derrière sa présentation PowerPoint. Donc le gars est là avec son clicker, là, donc voilà, il commente ses feuilles et finalement il n'a pas beaucoup d'interaction avec le public. Une présentation PowerPoint peut être utile. Hein. Des études ont montré que quand il y a un support visuel, les gens mémorisent plus. Donc ça peut être utile, mais ça doit être un support. Hein. Le centre principal d'attention, c'est vous, avec des slides, des visuels simples, avec quelques mots dessus pour appuyer votre propos. Hein. Mais ne vous cachez pas derrière votre présentation. 7e erreur, c'est l'orateur qui ne donne pas d'instructions assez précises à la fin de sa présentation. Bon, tout à l'heure, on l'a vu, l'expert immobilier disait, voilà, allez sur mon site pour mes programmes de formation, pour du coaching. Hein. Mais vous avez des gens parfois qui hésitent. Non, le principe, c'est que si vous avez apporté de la valeur, vous avez gagné le droit de faire votre promotion. Faites-le de façon claire, affirmez, voilà, adhérez, achetez, visitez tel site, faites telle démarche, vous voyez, il faut que ce soit clair. Savoir parler en public, cela s'apprend. À un moment, vous pourriez même prendre plaisir à parler devant un public. Alors je sais, c'est difficile à croire maintenant, mais avec de la pratique, de la ténacité, de bons exercices, vous pouvez y arriver. Souvenez-vous, si Démosthène l'a fait, vous pouvez le faire également. Vous voulez aller plus loin, découvrez ci-dessous mes programmes pour vous sentir plus à l'aise à l'oral, que ce soit pour réussir vos entretiens d'embauche ou réussir l'oral de concours ou plus généralement réussir votre présentation. Merci, à bientôt et bonne chance pour votre présentation.